Bonjour, cette semaine je suis avec cette magnifique Mercedes EQE, modèle SUV 100% électrique, 4 roues motrices, 292 chevaux, une assez grosse batterie, 89 kW, dans une finition AMG Line et option AMG+. Pour ce qui est des dimensions, 4,88 m de longueur, 1,94 m de large, 1,67 m de haut. Je mesure 1,76 m, je suis encore un petit peu plus grand que la voiture. Et pour continuer avec les dimensions, un coffre arrière de 520 litres, assez spacieux pour vous y ranger votre petite sœur. Sous celui-ci, une malle, ça vous permettra d'y caser tout ce qui est câble de recharge. Pas de frunk à l'avant, d'ailleurs impossible d'ouvrir ce capot. Pour faire le plein de lave-glace, c'est marrant. Du coup, ça se passe ici. L'intérieur est juste magnifique, hein. On est sur du premium allemand. Beaucoup de rangements, beaucoup de ports USB. 2 ports USB type C ici. 2 autres juste en dessous. On en a encore 2 à cet endroit-là. La profondeur, hein, est immense. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sans oublier l'arrière. 7, 8. 8 ports USB type C, qui dit mieux? Tout de suite, d'entrée de jeu, on va parler des choses qui fâchent. Un petit peu plus de 120 000 € pour ce modèle avec ce niveau d'équipement. Je me doute très bien que de nombreuses personnes qui regardent mes vidéos n'ont pas ce budget-là à consacrer dans une auto. C'est pour cela, je ne vais pas passer mon temps à vous faire une review complète de la voiture. Par contre, je vous embarque avec moi une semaine à bord de cette voiture et je vais plutôt vous mettre en avant toutes les fonctionnalités que j'ai trouvées vraiment très agréables, quasi indispensables, qui, comme souvent dans le haut de gamme, finissent par redescendre dans des voitures plus conventionnelles. On va commencer tout de suite par un de mes coups de cœur. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec le fait que la voiture soit électrique. Je vais parler de son confort de conduite et aussi de sa maniabilité. Parce que oui, c'est un gros bébé, mais vous allez voir, c'est hyper simple de la manœuvrer. Grâce notamment à ses roues directrices, les aides à la conduite, la caméra 360 et ses suspensions hermétiques, c'est un réel confort. On est vraiment sur un tapis d'air. Là, je suis sur des routes très cabossées, très chaotiques. Et pourtant, ça se passe mais super bien. Je suis dans une position confortable. Là, ce genre de virage là, avec ma Tesla, des fois c'est un petit peu compliqué. Alors que là, regardez, très facilement, en une seule fois, ça y va. Ce n'est pas ma première fois avec un véhicule aux roues directrices arrière. Mais là, elles sont d'une redoutable efficacité. Sur les petites routes de campagne, il n'y a rien à dire. On est quand même plus à l'aise avec un SUV comme celui-ci que moi avec ma Tesla Model 3. Cette route est jonchée de dodanes. Et ils sont quand même assez costauds. Et là, ce n'est qu'une formalité. Alors ça, par contre, j'adore. Le rayon de braquage est juste extraordinaire. On va faire demi-tour là, c'est absolument impossible avec ma Tesla de faire ça. Et là, regardez-moi ça. C'est juste magique. On appuie sur le champignon. Voilà. Ça fait un petit peu bateau, c'est normal. En même temps, on est un petit peu haut. Mais pour un SUV, c'est quand même pas mal, hein. Pas mal du tout même. Alors par contre, lorsque j'appuie sur le frein, on les sent quand même les 2,5 tonnes hein, quand on appuie sur le frein, quand on les écrase. Mais c'est quand même super sympa sur ces petites routes de campagne. C'est quand même agile. Et en seconde position sur les choses que j'ai adoré sur cette voiture, ben c'est toujours pas la partie électrique, très certainement parce que moi-même j'ai déjà une voiture électrique et que j'en conduis depuis plus de 9 ans. Étonnamment, en seconde position, c'était la conduite de cette voiture de manière générale, mais de nuit. L'ambiance intérieure de nuit est juste fantastique et l'éclairage, il est top. Les feux adaptatifs, je vais essayer de vous montrer ça en vidéo, je sais pas ce que ça va rendre, mais franchement, j'ai adoré. Ils sont vraiment d'une efficacité redoutable. Et l'éclairage, l'ambiance, il y a un truc la nuit. La nuit, cette voiture, elle se transforme. C'est pas une spécificité de l'EQE, c'est disponible sur une large gamme Mercedes. Bien entendu, cet éclairage ambiance, vous pouvez la moduler, c'est-à-dire que vous pouvez également agir sur l'intensité des LED.
Cette ambiance lumineuse, elle n'est pas uniquement décorative, elle peut également servir pour signaler que je suis en train de dévier ou de faire une bêtise. Donc là, je vais pousser à l'erreur, je vais légèrement mettre une pression sur la droite pour que la voiture change de trajectoire. Vous avez vu? La bande lumineuse s'est éteinte et ça a clignoté rouge sur la droite. Et au même moment, j'ai également ressenti des vibrations dans le volant. D'un point de vue sécurité, c'est vraiment pas mal du tout. Là, on ne peut pas le louper. Et ce qui est agréable, c'est que ça n'a pas bipé non plus dans tous les sens. Pour les passagers, c'est quand même mieux que les bip 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 de façon souvent erronée. Et là, on est quand même dans le bon. Je n'ai pas de mauvais déclenchement. C'est la vérité. Je vais vraiment sur la droite ou la gauche lorsqu'il se déclenche. On refait un dernier essai. Je laisse la voiture aller sur la droite. Donc déjà, elle m'a fait une correction. Elle ne veut pas y aller toute seule. Elle m'a redonné un coup de volant. Donc là, je vais réinsister. Et ça se déclenche rouge. Je trouve ça vraiment moins envahissant que les signaux sonores. L'ambiance lumineuse n'est pas forcément fixe, elle peut être dotée d'animation et se calquer par exemple sur votre consommation d'énergie, c'est-à-dire que le flux d'énergie va entrer vers le centre du véhicule pour signifier que vous êtes en train de régénérer de l'énergie, ou bien fuyant sortant lorsqu'elle considère que vous consommez un petit peu trop d'énergie, et fixe lorsqu'elle trouve que vous êtes dans la bonne moyenne. Au contraire, si vous avez le malheur d'appuyer fortement sur le champignon, cette fois-ci, ça passe en rouge. On reste dans la pénombre pour le sujet suivant, et en plus des kilomètres de nuit, j'en ai fait beaucoup avec cette QE, un petit peu plus de 400 km sur la semaine de près, et franchement, un truc qui change la vie, ce sont les feux adaptatif. Je sais que j'ai beaucoup de viewers sur ma chaîne qui viennent du monde Tesla. Nos Tesla sont équipés de feux Matrix LED depuis, il me semble, fin 2020. Mais depuis 3 ans, nous n'avons pas le software qui va avec ces feux. Et là, ça commence enfin à se déployer. Pour le moment, de ce que j'ai vu, corrigez-moi en commentaire ceux qui en ont, mais chez Tesla, on semble surtout avoir une baisse d'intensité s'il y a une voiture ou pas devant. C'est pas vraiment du Matrix LED. Avec le système Mercedes, on observe réellement des zones rectangulaires qui ne sont pas éclairées par rapport au reste de l'environnement. Je ne sais pas si vous arrivez à voir comme moi, mais il y a vraiment un carré qui est dessiné autour du véhicule qui est juste devant. Ça n'empêche pas d'éclairer au-dessus d'elle et sur les côtés. Donc j'ai vraiment la forme d'un carré qui entoure le véhicule. Voilà, ça ce sont des feux adaptatifs qui fonctionnent parfaitement. Certes, c'est assez difficile à vous le retranscrire en vidéo, visuellement. Pour moi, c'est clair. Allez, sujet suivant. Pour moi, c'est un truc essentiel. Je ne pourrais plus acheter d'auto sans avoir un système sonore de très bonne qualité. Et pourtant, je vais l'avouer, je ne suis pas ce qu'on peut appeler un audiophile. Lorsque je rentre dans une auto, je ne sais jamais comment régler correctement les aigus, les graves, les médiums, la spatialité, les différents effets. Et là, le système audio Burmester et l'assistant de Mercedes pour se créer son profil, il est juste génial pour les personnes comme moi qui n'y connaissent rien. Je pourrais malheureusement pas vous retranscrire le son de cette voiture via mon enregistrement micro traditionnel, mais au moins je vous partage l'expérience de configuration du profil. Cet assistant de configuration vous permet de créer votre profil sonore personnel pour votre système audio Burmester. Lancez. Réglez votre volume idéal personnel. Donc moi je vais plutôt être sur un volume assez élevé. Réglez à nouveau votre volume idéal personnel. Moi je reste élevé. Et réglez une image sonore que vous trouverez équilibrée. Et réglez le volume à un niveau que vous jugez bas. Là, je trouve que c'est bas. Et réglez une image sonore que vous trouvez équilibrée. Réglez les instruments affichés sur le niveau souhaité.
Ah, des basses, il faut en mettre, hein. Y a pas à chier. Et ensuite, on peut rééquilibrer l'ensemble. Et effectivement, je préfère un son qui va avec des basses et de l'intense. C'est sur ce genre d'interface utilisateur qu'on voit que derrière il y a de l'expérience. Il ne s'agit pas uniquement de menus et de boutons pour faire telle et telle action. Le confort et la facilité pour l'utilisateur est vraiment au cœur du système, là ça se sent, c'est dans l'ADN Mercedes. À un moment, il y a des mecs qui se sont posé la question, tiens, l'utilisateur il va avoir besoin de faire telle action, qu'est-ce que je peux faire pour lui faciliter cette tâche ? Un exemple simple d'entrée de jeu, lorsqu'on s'installe pour la première fois dans le véhicule, il faut régler son siège conducteur. Tu touches un peu partout là sur le et tu vas vite comprendre comment ça fonctionne. Regarde. Non. T'as vu? Oh mon dieu. Attends. Ah ça y est, ok. Voilà. T'as compris? Ah ouais, j'ai compris. Ah ouais, Non, en bas? Plus bas? Non, plus bas ton doigt, vas-y. Voilà. Ah, attends, parce que là, du coup... Ah là, tu vas t'écrabouiller. Alors sinon, il y a autre chose. Position automatique du siège. Tu mesures quelle taille, Amélio? 1m60. 1m60. C'est vrai, ça? Ouais, c'est vrai. Ouais. Siège réglable, position automatique. Alors voilà. Lancer le positionnement pour 1m60. Regarde. Et tu vas me dire si ça va. Oh, je suis bien. T'es bien? Ouais, si, je suis ça bien. marche? Ouais, je suis bien. Et ben voilà, c'est fait, c'est réglé. Voilà. Je suis bien. Oh, bien joué. Et regarde là, hop. Tu fais comme ça et hop, ça s'ouvre. T'as vu? Au niveau de la configuration du tableau de bord, c'est simple. Chez Mercedes, il y a plusieurs environnements. Un environnement qu'ils appellent épuré, sportif. À chaque fois, on a des présentations différentes. Donc, épuré, sportif, classique, affichage de la carte plein écran, assistance, off-road et un mode maintenance. Moi, l'affichage que j'ai préféré, c'est l'affichage classique parce qu'au sein de cet affichage, on peut y faire de nombreuses configurations. On peut faire défiler plusieurs sous-menus. Donc un menu, par exemple, avec des étoiles qui nous donnent notre éco-score. Ici, l'autonomie restante, notre moyenne de consommation, la partie multimédia. Et en plus, je peux faire un mix, c'est-à-dire que je peux afficher la carte entre les deux compteurs. En plus de ça, nous pouvons également configurer l'affichage tête haute pour faire soit un affichage minimaliste, juste avec la vitesse, encore une fois, un affichage sportif, ou bien l'affichage standard qui va reprendre des éléments de la carte. Vous pouvez mixer les deux pour vous faire une configuration idéale. Sans parler, le rappel de la carte au niveau de l'écran central. Il est vraiment agréable. À chaque fois que l'on touche sur une option, un bouton, il y a un retour haptique. C'est joué avec des vibrations. On a vraiment une sensation, par exemple, là, de liste déroulante. Je vais essayer de vous le faire écouter avec le petit micro. Donc là, ce sont vraiment des petites secousses dans l'écran. Le premium a un prix. Et là, clairement, il est présent. Et toutes les personnes qui sont montées dans le véhicule ont eu tous la même réaction. C'est le toucher. On a envie de toucher. On a envie... C'est classe. Il y a un truc que beaucoup de marques ne savent aujourd'hui pas faire. Le niveau, il est là. Tu peux mettre le téléphone? Ouais, tu peux mettre ton téléphone en charge ici. Donc ça va super loin. Regarde, ici. Là, tu peux mettre une bouteille debout. Ouais. Regarde en dessous. Sac à main. Oh, regarde, il serait bien là ton sac à main. T'as vu ça? Oh, c'est bien. Comme c'est bien profond. Oh, j'avoue. Oh, c'est bien fait. Bien sûr, boîte à gants. Au milieu, ça. C'est beau. Ouais, c'est beau. Moi, j'ai envie de toucher. Ah, c'est doux. C'est doux. Non, franchement, c'est Tout, hein. Tout est de bonne qualité, je trouve. Ouais, j'ai envie de tout toucher. Eh, c'est quoi ça? C'est pour ouvrir T'as le trouvé coffre. un truc? Pour ouvrir le coffre. Puis attends, le coffre, je vais te faire voir un truc. Appuie là, tire dessus. Vas-y, maintenant regarde en bas. Oh là! Je te remarque. T'as vu ça? Oh, bien joué. Franchement, là, bien joué. C'est bien fait.
C'est une option. Certainement. Comme tout dans cette voiture. Faut la payer. Bon alors maintenant, admettons, vous avez un bateau et non pas une vieille remorque, hein, parce qu'à ce prix-là, je pense pas que vous fassiez vos travaux vous-même. Et si en plus, comme moi, vous n'êtes pas très doué pour manœuvrer une remorque, la voiture est pourvue d'aide qu'on va regarder tout de suite. Pour avoir l'assistance, appuyez sur la touche P. Maintenant, on va essayer dans la vie réelle. C'est pas gagné. Admettons. On va mettre les warnings. Marche arrière. Ce que je veux, ça va être de tourner. P. Et on va voir si la remorque tourne dans le bon sens. J'appuie. Là, je vais droit dans le mur. Je vais dans le mur, là, hein. Je vais dans le mur. J'avance. Marche arrière. Putain, je sais plus ce que je dois faire. Allez, on y retourne. Je mets sur pause 3 secondes et petite remarque, à ce moment-là, j'aurais normalement dû sélectionner mon angle de braquage, mais comme je n'ai pas lu le manuel, forcément, je me foire. Même si ce test n'est pas concluant, la remorque a tout de même tourné dans le bon sens. Mais avec un tout petit peu de pratique et une lecture attentive de la notice, ça aurait pu le faire. Oh, allez, c'est bon. C'est bon, allez. C'est bon, j'abandonne. Je reste nul, même avec une assistance. Et puis c'est tout. Voilà. Hein? Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire demi-tour. Hop là. Bah, je vais la mettre là à la main. Est-ce que je vais la reculer là-bas? Hein? Faut la reculer là-bas, mais je sais pas le faire. Que veux-tu, je pensais y arriver avec l'assistance. Bah tant pis, on continue de faire à la main, puis c'est tout. Hein. Bah non, mais je suis nul. Je suis nul. Le gars qui est passé avec une remorque, tu l'as vu, non? Ouais, il a rigolé, j'ai vu. C'est ce qu'il a fait? Non? Bande de couillons. Il a dit qu'il était un couillon. Bon, est-ce que tu veux ressortir ta merde à 120 Oui, je la sors. C'est bon. Non, c'est bon, ça, je sais faire. Bon, allez, c'est bon. Ouais, je me casse, c'est bon. C'est reculé là, pourquoi t'as pas mis tout à l'heure? J'avais une remorque. Bien entendu, je ne peux pas parler de Mercedes sans parler du planificateur Mercedes. C'est un des meilleurs du marché, peut-être même le meilleur lorsqu'il s'agit de véhicules électriques. Je rentre une destination, admettons, allez, Bordeaux. Donc il me dit que je vais faire un arrêt à 12%, un seul arrêt. Donc voilà, 640 km, il me propose un seul arrêt sur une borne à Lego. Je devrais arriver avec 12%, 32 minutes de recharge, environ 24 €. Par contre, on est arrivé à 10%. Donc ça, c'est peut-être un truc qui pourrait ne pas me plaire, parce que sur place, bon, Bordeaux, sur place, forcément que j'aurai des bornes de recharge, mais je pourrais tout à fait choisir d'arriver avec un plus grand pourcentage à l'arrivée. Rien de plus simple. État de charge à destination. Et là, je vais lui dire que je préférerais arriver un petit peu plus confortable avec 30%. Bien entendu, si je souhaite, je peux également lui demander de m'afficher toutes les bornes de recharge qu'il y aura sur l'itinéraire. Donc là, hop, sur itinéraire, uniquement celles qui sont sur itinéraire, filtre aucun. Et là, je vais lui demander uniquement celles qui sont d'une puissance supérieure à 150 kW. Et là, je vais avoir toutes les bornes disponibles.
Là, je pourrais faire ma sélection moi-même. Vous avez vu, il y a mon itinéraire et puis finalement, il y a toutes les bornes qui sont marquées. Vous avez vu de nos jours, hein, entre ici et Bordeaux, le nombre de bornes 150 kW qu'il y a, c'est assez impressionnant. Bien entendu, moi, je vous conseillerais de choisir uniquement celles où il y a au moins 4 stèles. Hein. J'irai jamais me mettre sur un total où il y a une seule stèle. Moi, je m'y recharge uniquement par opportunité. C'est-à-dire si les enfants ont besoin de faire un arrêt et que la borne est libre, à ce moment-là, je m'y branche pour combler le temps perdu et de décaler mon prochain arrêt. Je vais être très honnête avec vous. Pour moi, le planificateur, ce n'est pas une fonctionnalité indispensable parce que j'ai déjà conduit électrique. Je sais comment ça se passe. En fait, j'ai plus d'appréhension, je n'ai plus peur. Je sais que pour gagner du temps, il faut arriver à la borne de recharge avec un faible niveau de batterie. Arriver avec 40%, c'est une perte de temps parce que la voiture va recharger moins rapidement que si vous étiez arrivé à 10-15%. Donc l'idéal, c'est quand même d'arriver aux alentours de 10%. Je fais souvent moins, mais lorsqu'on débute en électrique, c'est plus rassurant d'être quand même entre 10 et 15%. Donc en gros, maintenant que la France est correctement maillée en charge rapide, lorsque j'arrive aux alentours des 15-20%, je clique simplement sur la carte et je recherche une borne sur mon chemin. Et à tous les coups, pour l'instant, à tous les coups, ça fonctionne. Et que si le planificateur vous fait défaut, sur un Android ou un Apple CarPlay, vous avez tout simplement des solutions annexes. ChargePoint, Fresh Smiles, Shell Recharge ou tout simplement Waze qui intègre les bornes de recharge. Vous allez me dire, ouais, mais l'autonomie de la batterie n'est pas connue de ces applications tiers. Moi, je la connais, c'est le principal. Je n'ai pas besoin que tout soit donné par la voiture. J'ai encore un cerveau. Et est-ce que lorsque vous étiez en thermique, c'était une préoccupation? Non, pas forcément. C'est arrivé dans le monde de l'électrique parce que le réseau n'était pas correctement maillé et il pouvait être difficile de trouver une borne de recharge rapide. On est en 2024, pour moi, c'est plus le cas. C'est très certainement une vision qui n'est pas encore partagée par beaucoup de monde, mais de mon côté, je préfère avoir des fonctionnalités qui, pour moi, sont devenues indispensables, telles que le One Pedal, ce que cette Mercedes n'a pas, que de me consacrer sur le planificateur. Pour ce qui est des aides à la conduite, je vous ai fait une vidéo il y a de cela un petit mois où je comparais l'autopilote Tesla au Drive Assist Pro de BMW. Là, on est sur quelque chose qui est comparable au Drive Assist Pro et qui fait complètement oublier l'autopilote Tesla hein, qui n'a absolument plus rien de révolutionnaire. Donc là, vous avez vu, il y a un 90 un peu plus loin et il est en approche, la voiture le sait. Donc elle commence à décélérer et là on voit le panneau 90, paf, 90. Ensuite, c'est 70, paf, 70. Ensuite, 50. Et j'ai le petit panneau 50 qui en approche. Et je suis bien à 50 au bon moment, au bon endroit. La modélisation est pas mal. Hein. Donc, elle distingue bien les différents types de véhicules. Les camions, enfin, il y a une différenciation qui est faite, un petit peu comme sur le système Tesla. Plutôt pas mal. Là, devant moi, un véhicule. On voit ce véhicule ici, symbolisé à l'écran. Il est juste devant. Il y a un véhicule sur le côté avec un piéton. Hop, on a vu le piéton. Là, juste devant un camion. Donc, elle a bien modélisé le camion. Dans peu de temps, je vais devoir tourner. Donc, j'ai la caméra avant qui vient de s'afficher pour me faire une incrustation de l'endroit où il faut tourner. Et j'ai aussi le véhicule qui devrait ralentir parce qu'elle sait que je vais devoir tourner. Voilà, là, ça doit tourner ici. Là, je n'appuie pas sur le frein. Hein. Je laisse le véhicule faire. C'est moi qui ai pris le volant. Par contre, je n'ai pas touché au frein. Bon, mon pied, il est juste au-dessus quand même. Hein. Voilà. Et là, je freine quand même. Voilà. Non, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ouais. Elle a vu que j'allais tourner, elle a ralenti et elle m'a inséré à la bonne vitesse dans la courbe. Donc bien. Je suis en approche d'un village. Le véhicule m'indique que ça va passer à 50 et elle ralentit tout de suite pour pouvoir être juste au panneau à 50. Ah, un petit peu plus là, 53, 51. Bon, en tout cas, rien à voir avec mon système Tesla, où là, le village est court. Elle aurait commencé à ralentir juste avant la sortie. Je le connais très bien, ce village, j'y passe fréquemment.
Là, on est toujours à 50. On vient de sortir du village et hop, elle réaccélère juste après le panneau pour repasser à 80. Franchement, c'est le système idéal qui fonctionne. Je sais pas ce qu'ils foutent Tesla sur ce point. C'est toutes les voitures que j'essaye en ce moment, elles le font. Chez Renault, ça le fait. Chez BMW, ça le fait. Chez Mercedes, ça le fait. Putain, mais Elon, réveille-toi. Donc là, rond-point, ça ralentit également. Ça ralentit même jusqu'à 30, c'est bien. Bon, je reprends la main, j'accélère. Hop. Et je rappuie sur notre petit bouton pour réenclencher l'assistance. Ça ralentit. Approche d'un village. Il n'y a rien à dire. Sur un trajet comme celui-ci, je ne touche quasiment jamais à la pédale de frein ni à l'accélérateur. On va regarder où en est un petit peu notre batterie. Donc j'ai 32% de batterie, il y a le préconditionnement qui est actif et je devrais normalement recharger à une vitesse de 91 kW au maximum. Côté recharge, toutes les recharges se sont merveilleusement bien passées avec cette Mercedes EQE. Alors, niveau vitesse de recharge, je n'ai pas eu de pic faramineux. Par contre, j'ai quand même eu une recharge qui était plutôt constante dans le temps. Ce qui est, à mon goût, plutôt une très bonne chose. Là, j'approche des 70% et je suis toujours à une puissance de 79 kW. Ce qui est vraiment pas mal du tout. En effet, rien ne sert d'atteindre des vitesses folles en pointe, c'est mieux d'avoir une vitesse relativement bonne constamment. Vous irez beaucoup plus vite à recharger votre véhicule si la vitesse moyenne est élevée que s'il y a un pic puis qui redescend quasiment aussitôt. Donc là, 72% et je recharge encore à 80 kW. Sur de nombreux véhicules, dès qu'on approche les 50%, la courbe s'effondre complètement. Que là, je trouve qu'on est à un niveau raisonnable par rapport à la puissance que j'ai encore. Bon allez, dernière séquence avant la conclusion. Conduire un gros SUV en région parisienne, concrètement, ça donne quoi? Oh là 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 là. Dans quoi je me suis encore embarqué? Là. Parking parisien, on y est. Aïe 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 aïe. Merci la caméra. Maintenant, on va trouver une place. Putain, mais elles sont minuscules les places. Lui, il trouve pas de place, hein. Pour lui, c'est trop étroit, je pense. On va laisser tomber la... Ah oui que ça va frotter, tu m'étonnes. Je suis énorme. Bon, on va repasser en vue caméra. Oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu. Si ça, c'est pas une galère d'avoir une grosse voiture. Mon problème aussi, c'est ça, il faut faire attention. Le marchepied, là, il dépasse. Hein.
Voilà, le problème du marchepied, c'est qu'il dépasse largement des roues. Donc il faut faire méga attention. Très sincèrement, moi qui n'ai pas l'habitude des très grosses voitures, enfin je conduis quand même une Model 3 tous les jours, mais ça reste encore raisonnable une Model 3 par rapport à ce Mercedes EQE. Quoique, avec ma Model 3, si les pentes sont trop fortes d'un coup, je risque de frotter au sol. Alors que là, il n'y a pas de danger de frotter au sol. Mais ce qui fait toute la différence avec ce Mercedes EQE, ce sont les caméras correctement disposées et la modélisation 3D. Et là, la caméra 360, honnêtement, elle est utile. Je dirais même indispensable. Le bilan consommation de cet essai avant la petite conclusion, 1102 km parcourus au total pour une moyenne de 22,3 kWh au 100. Compte tenu de la taille de la bête, moi je trouve ça plutôt pas mal du tout. C'est une consommation mixte, pas mal de routes à 110, un peu d'autoroute à 130 et je dirais 45% de traversée de village nationale 80-50. Alors ça y est, il est l'heure de me séparer de cette magnifique Mercedes EQE 350 4MATIC. Alors déjà, un grand merci à Mercedes pour m'avoir fait confiance et de m'avoir confié un tel véhicule. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et donc à contribuer aussi à ce que ce type de prêt soit réalisable. Mon bilan de cet essai sur une semaine est extrêmement positif. Finalement, en négatif, il reste que le prix. Tout le monde ne pourra pas se l'offrir. À la question, est-ce que je pourrais posséder un tel véhicule, le conduire au quotidien? Moi, clairement, la réponse, ça reste tout de même non. Parce que déjà, je suis plus berline que SUV. Pas d'inquiétude, ce véhicule existe en berline. Je vous conseille la chaîne de Max BLD qui fait cet essai quasiment simultané avec moi. Lui, la version berline et moi, le SUV. Je sais que vous avez un excellent goût en ce qui concerne les voitures. Ah, merci. Ce qui est aussi incompatible avec mes valeurs et ce véhicule, c'est tout simplement son poids et sa grosse batterie. Alors la grosse batterie, ça peut rassurer de nombreuses personnes qui ne sont jamais passées à l'électrique et qui veulent une très grosse autonomie. Par contre, pour quelqu'un comme moi qui est déjà convaincu par l'électrique, avoir une grosse batterie, ça n'a peu d'intérêt puisque de toute façon, je vais m'arrêter environ toutes les 2h30 en famille. Je vais pas faire de trajet plus long. Toutes les 2h30, je peux très bien m'arrêter un quart d'heure, 20 minutes pour faire une charge d'appoint. Les arrêts en électrique, jusqu'à 25 minutes, ça pose pas de problème. Ensuite, au bout de 25 minutes, c'est là où la famille a fini de passer au sanitaire, on a tous bu un café. Ensuite, on arrive sur du temps d'attente. Donc, avoir des arrêts toutes les 2h30 de 25 minutes maximum, moi, ça me convient très bien, c'est l'idéal. Là, faire 450 km avec un véhicule en une seule traite, ce n'est pas pour moi. Et au fond de ma petite tête, il y a tout de même un petit aspect écologique. Embarquer une très grosse batterie sur une voiture très lourde, on est à plus de 2,5 tonnes, ça me fait quand même un petit peu mal. Et très honnêtement, le poids, on le ressent aussi sur le freinage. Pas que ça freine mal, mais c'est quand même assez mou. En conduite sportive, de toute façon, bon, ce n'est pas fait pour avoir une conduite sportive. Il faudra tout de même se méfier et ne pas oublier que vous avez plus de 2,5 tonnes. Lorsque je rentre dans un véhicule avec autant de boutons, j'ai toujours une petite appréhension, mais très honnêtement, non, ça s'est très bien passé. Ils ont leur place, il y a pas mal de raccourcis sympas. Lorsqu'on commence à bien maîtriser le véhicule et bien la prendre en main, ça ne pose aucun souci. Allez, on se quitte là-dessus, sinon je ne m'arrêterai jamais. Ciao, à très bientôt!
Bonjour. Bonjour, cette semaine je suis avec cette magnifique Mercedes EQE, modèle 100% électrique.